Nous sommes aujourd'hui aux fêtes paysannes et la locale a mis un plateau où tout le monde peut intervenir. La locale qui est une radio locale faite par les habitants et donc tout le monde peut venir. Pour les gens qui sont sur le site, vous pouvez venir intervenir, il suffit de se faire connaître et ensuite on fait des interviews, on fait un plateau. Donc on commence aujourd'hui par un collectif lainier qui s'appelle la Draille. Je vous laisse la parole. Jaco, la Aux draille, lainières. qu'est-ce que c'est? C'est le chemin qu'empruntent les animaux sauvages quand ils traversent, ils vont soit en transhumance, soit ils traversent des prés, des bois, ils passent toujours au même endroit. Donc la draille, c'est le petit chemin qui est laissé par les animaux. Et nous, notre draille, c'est le chemin qu'on emprunte pour la laine, notre chemin commun. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, on est un collectif d'éleveurs et d'artisans qui valorisons et transformons la laine locale, voire des départements limitrophes et de France. Et on a pour but de valoriser la laine, qui est maintenant considérée comme un déchet, malheureusement, et que c'est une matière première noble et renouvelable. Donc, par différents moyens, on va différentes techniques montrer qu'on a des produits qui sont écologiques, qui durent dans le temps, durables. Et donc c'est une autre philosophie de la consommation en même temps. Mais moi, on revient au début de cette problématique, c'est la brebis avec sa laine. Donc là, on a Anne-France qui est éleveuse, qui va vous parler de la laine déjà pour commencer. Vas-y, Anne-France, c'est à toi. Alors, bon, déjà, juste pour revenir sur le collectif La Draille, on a une boutique en commun sur Figeac et on est 16 à exposer dans cette boutique. Donc, comme disait Françoise, on est entre éleveurs, artisans, à valoriser et transformer. Donc, moi, j'élève les brebis, une petite race du Massif central qui n'est pas très connue, qui s'appelle la bisée. Et on va dire, je fais transformer la laine, donc je la fais laver, filer, carder dans différentes filatures qui restent encore en France. Je récupère ces matières-là et après j'ai des tricoteuses. Moi je crochette et je fais le feutre pour valoriser et vendre les produits. Alors le souci, ce que veut me faire dire Françoise, c'est que comme moi je valorise la laine, je n'ai pas de souci, quoi. C'est, mon objectif d'installation, c'était aussi de travailler sur la laine. La plupart des éleveurs ne savent plus quoi faire de leur laine. Depuis fin des années 90 où les grosses filatures se sont arrêtées en France, les machines ont été revendues essentiellement en Chine et le savoir-faire aussi. Donc au départ, on va dire, les pays étrangers rachetaient la laine à peu près à un prix correct. Après, c'est descendu progressivement parce qu'ils ont fait jouer la concurrence. Comme c'était les seuls sur le marché, ils ont pu faire jouer la concurrence. Donc jusqu'il y a 1 ou 2 ans, ils rachetaient la laine 5 centimes d'euros le kilo, en sachant que rien que le coût de la tonte, si on prend en compte le matériel qu'il faut pour la contention des animaux, le coût des tondeurs, le coût des attrapeurs et différentes choses, il faut compter 2,50 € le kilo pour payer rien que le chantier de tonte, sans dire de valoriser aussi l'élevage de la brebis et du coup. Donc maintenant, donc l'an dernier, c'était 5 centimes d'euros à la place de 2,50 € qu'il faudrait. Et maintenant, depuis cette année ou l'an dernier, eh bien, les marchés étrangers n'achètent même plus la laine. Donc les éleveurs se retrouvent avec la laine sur les bras, qui est considérée comme un produit industriel et un déchet qu'on n'a même pas le droit de mettre sur les terres, théoriquement. Oui. Alors que ça peut faire des super paillages naturels aussi. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette laine? Que font les éleveurs? Maintenant, ils souhaiteraient avoir des brebis qui n'ont même pas de laine. La brebis a quand même été sélectionnée pour la laine en priorité. Donc ça devient un gros souci. Ils la jettent et la brûlent en ce moment. S'ils peuvent, encore c'est pas facile, elle ne brûle pas facilement parce que la laine est un peu inifugée naturellement. Donc ça pose des soucis pour ce côté-là. Et on ne peut pas laisser les brebis sans qu'elles soient tondues. Non, c'est de la maltraitance animale sinon. Oui. Elles ont besoin d'être tondues parce que c'est comme elles ont été domestiquées. On va dire l'animal d'origine c'est le mouflon. Le mouflon il a un peu de laine mais il va perdre son poil chaque année. Le mouton qui a été sélectionné en fait il est fait pour ne pas perdre la laine et pour valoriser cette fibre qui est différente du poil, qui est une matière première très noble. Donc comment on fait pour valoriser? Donc nous sur le collectif La Draille, on a le côté boutique, mais on a aussi le côté monter un atelier en collectif
pour que ceux qui ont envie, avec des machines qu'on achèterait en collectif, ceux qui ont envie de venir valoriser leur laine puissent le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter la laine des éleveurs, mais ceux qui veulent faire quelque chose de leur laine, disons que dans 1 an ou 2, le temps qu'on s'installe et que là on est en cours d'installation par rapport à ce projet collectif, ça puisse se faire. D'accord. Donc dans ce cas, les éleveurs viendraient avec leur cargaison de laine et ils feraient eux-mêmes. Ils feraient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on les guiderait. Vous les formerez. Voilà, on les formerait déjà pour le chantier de tonte, pour aussi savoir comment éventuellement laver, carder, filer la laine, comment la transformer suivant la race, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses suivant les races de brebis. Chaque race a un peu sa spécificité suivant la laine, comment elle se comporte. Elle sera bien ou pour faire du rembourrage, ou elle sera bien pour faire du fil, ou elle sera bien pour feutrer. Donc c'est vraiment plein de choses différentes. Les laines ont des caractéristiques différentes suivant les races des animaux élevés. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire ton nom ? Audrey. Audrey, je t'ai vu filer. Oui. Est-ce que tu pourrais venir nous parler du filage et de... Oui, donc moi je suis donc lainière, c'est-à-dire que je n'ai pas de troupeau, donc je vais acheter la laine directement chez l'éleveur, autour de chez moi en fait, parce que voilà, c'est pas ce qui manque. Et donc du coup, je pars de la toison brute. Alors au début, j'essaie de la laver, de tout faire en partant de la toison. Donc je lavais par fermentation. Ensuite, je la faisais bien sécher au soleil, je la cardais à la cardeuse à rouleau et du coup je la filais. Donc le filage, c'est faire à partir de la laine cardée, on fait du fil. On peut aussi filer en suin et laver ensuite le fil parce que le suin c'est ce gras qu'il y a dans la toison naturellement. Donc voilà, et donc ensuite je commercialise mes écheveaux par le biais de la boutique La Draille. Voilà. Mais donc là du coup l'idée c'est de gagner un petit peu de temps. Donc Anne-France a parlé d'un futur pôle laine sur le territoire justement pour pouvoir utiliser des machines un peu plus performantes. Par exemple une cardeuse électrique, là je carde tout à la main donc ça prend quand même un temps fou. Et donc l'idée ce serait de gagner un peu en vitesse, pour que ce soit un peu plus rentable aussi. Oui, puis de mutualiser les outils. De mutualiser les outils aussi, bien sûr. Les outils et le savoir. Et le savoir-faire, oui. Ok. Et donc on a la toison, on a le fil, et ensuite... Eh bien, moi je représente plutôt le premier maillon de la chaîne, c'est les usages domestiques de la laine. Je file la laine, je fais avec Audrey, on va chercher la laine chez les éleveurs, on la lave, on fait du fil. Et pour embellir ce fil, on peut le tisser, le tricoter, le feutrer. C'est pas du fil, mais moi je fais les teintures végétales avec les plantes. Donc ça donne la laine capte très bien la couleur. Et on a une harmonie naturelle avec la laine qui est intéressante et c'est tout en harmonie. Donc c'est un plaisir de valoriser la laine avec les couleurs aussi. Il y a les couleurs naturelles. Anne-France à la bisée. Toi, tu en as 2 ou 3 sortes que tu as fait transformer là. Solognotte, noir du velay, de Suffolk. Donc ça va du marron au gris au blanc. Et quand elle est blanche, on peut la teindre et on a d'autres harmonies encore. Donc on peut faire des objets magnifiques qui sont variés, des techniques variées, des vêtements, des accessoires, des tapis pour la maison, pour les bébés, parce que la laine douce va aller plutôt vers les vêtements de bébé, la laine plus rugueuse va aller vers les tapis, vers l'ameublement. Comme on disait tout à l'heure, chaque laine a un usage différent. Et on apprend à connaître la laine, c'est un super voyage, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire ? Non, mais c'est justement l'intérêt de voir, par cette boutique, on a une certaine visibilité et c'est vrai qu'on peut offrir des produits différents. C'est pas que le fil en fait, il y a aussi des objets en feutrine de laine, des objets de décoration intérieure. On a des couettes de l'oreiller, du bijou de laine, des chaussons en laine. C'est vrai que on est assez content finalement de ce début d'aventure. C'est un univers et la boutique, les gens quand ils viennent dans la boutique, ils disent c'est apaisant, l'atmosphère est apaisante. Ça fait combien de temps qu'elle est ouverte la boutique ? Novembre, on va fêter nos 1 an. Ça va faire 1 an. Voilà. D'accord. Et vous avez beaucoup de passages, vous avez beaucoup de clients. Oui. On est sur le chemin des Clés de Figeac, c'est un chemin touristique et on n'est pas loin dans la zone piétonne, on n'est pas loin du syndicat d'initiative. Est-ce que pour l'instant, cette boutique
Alors c'est un peu idiot de dire ça, mais est-ce que pour l'instant c'est rentable? Est-ce que vous arrivez à vendre? Alors nous, notre but, c'est d'être autonome. On n'a pas de subvention, on n'a pas de local prêté, on gère tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un loyer, des charges à assumer et on donne un pourcentage de nos ventes et on fait des permanences à tour de rôle. Donc pour l'instant, on va faire notre assemblée générale la semaine prochaine. On va voir au niveau économique notre ligne de parcours si ça flotte bien, quoi. Oui, d'accord. Mais on peut dire quand même que pour une première année, on a plutôt bien travaillé. On rentre largement dans nos frais et chacune arrive quand même à vendre un petit peu de la. D'accord, oui. Voilà. Est-ce que ça assure... Alors là, je parle à l'éleveuse en plus. Est-ce que ça assure un revenu décent? Puisque toi, tu élèves tes brebis, j'imagine que tu les tombes et que tu vends aussi de la viande ou du lait. Oui, je vends de la viande en même temps. En général, ce qui va pour la viande et la laine. Après, rentable. Alors moi, c'est particulier parce que j'ai un petit élevage. Et en plus, je ne demande pas les primes de la PAC. Je suis une des rares, très rares à ne pas demander les primes de la PAC. Donc, j'ai effectivement un petit revenu, mais la laine assure, on va dire, une bonne part quand même de ce que je sors. J'ai quand même l'obligation d'avoir un métier à côté en plus. Parce que la ferme est trop petite pour dire d'en vivre. Mais le but, c'est de faire un chemin, de mener vers quelque chose où après, je puisse céder la ferme. Que ça soit déjà devenu un peu rentable de vivre de la laine. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe au niveau des revenus que ça rapporte, de ce que ça... Vas-y, Audrey. Alors, moi, c'est la 3e année que je me suis lancée dans l'aventure de la laine. Et en fait, d'année en année, j'augmente mon chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est pas mal. Mais après, je peux pas dire que ce soit un salaire décent. Moi, je suis en couple, donc j'ai mon mari qui fait bouillir la marmite, on va dire. Moi, je complète. Oui. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dégager un revenu normal, quoi. Voilà. Disons qu'on est motivé. C'est surtout la passion qui nous anime. Ça fait aucun doute pour moi. Ce qui est toujours compliqué, c'est l'équation prix de vente. Est-ce que je m'adresse qu'à des gens qui ont plein d'argent et qui vont acheter des choses très luxueuses, qui leur donnent un peu bonne conscience pour faire partie de l'écologie, ou est-ce que et en même temps pouvoir en vivre? Je pense que c'est le cas pour énormément de... Il faut trouver un juste milieu là-dedans, effectivement, entre des prix qui puissent aussi être abordables pour des gens localement, et en même temps, effectivement, qu'on puisse aussi en avoir un revenu. Donc c'est un chemin, parce qu'il faut le temps que les gens comprennent. C'est vrai que quand on achète des t-shirts à 1 euro, plus vous avez le deuxième gratuit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suppose comme destruction environnementale, comme destruction de l'emploi dans les pays où ça a été fabriqué, comme trajet, si on comptait vraiment le coût écologique, ça ne devrait pas ces tarifs-là, quoi. Mais c'est clair. Donc c'est sûr qu'il faut le temps que les gens comprennent qu'un vêtement qui est fabriqué localement avec les matières locales et qui est fait par des gens localement, ça a un coût. Oui, mais l'équation, elle se joue aussi dans le porte-monnaie des gens qui n'ont pas de fric. Mais moi, j'ai des gens qui n'ont pas de fric et parce qu'ils sont motivés, qui comprennent la démarche, qui vont venir acheter des objets qui ont une certaine valeur, mais parce qu'ils le comprennent. Oui. C'est un choix. C'est une question de choix de vie aussi, et même de la part des consommateurs, même des gens, je vous dis, qui n'ont pas d'argent, ils viennent nous acheter quand même. Donc c'est vraiment une question de volonté aussi, de conscience qu'on a de ce que ça représente. Et on a des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui font le choix d'acheter des objets de qualité. Oui, parce que ça dure. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'allez pas mettre 1 euro pour le vêtement, ça va être beaucoup plus, mais ça va durer très longtemps. Et si on faisait le calcul au bout du compte, ça ne revient pas plus cher que les vêtements qu'on va porter très peu de temps, qui vont être déchirés, plus tous les problèmes qu'ils ont créés à l'environnement et sur la santé humaine. Juste, c'était pour dire, on est aussi sur l'objet unique, c'est la pièce unique. Bon, après, effectivement, ça a aussi son coût, mais je pense que oui, dans l'esprit des gens, ça chemine quand même pas mal. Se dire qu'on va économiser, mais on sait qu'on a un objet qui est durable, quoi, qui est de qualité, quoi. On ne peut pas être affilié à l'industrie du luxe, parce que le luxe, ça fait 3 fois le tour de la planète, c'est vendu très cher. Que nous, c'est fabriqué en pièces uniques, en grande partie manuellement, et c'est pas du tout la même démarche. Oui.
Et donc il y a un certain temps de fabrication pour fabriquer un pull, un tissage, une teinture. C'est du temps et voilà, il faut arriver à croiser le porte-monnaie du client et nous, le travail qu'il y a derrière. Oui. Enfin, moi, par exemple, je me mets un petit peu en avant. Je connais énormément de gens qui sont plutôt dans le circuit seconde main. J'achète rien de neuf, j'achète tout d'occasion. Et donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Moi, si j'achète un produit comme ceux que vous vendez, c'est exclusivement pour l'offrir. Je ne m'octroie pas le droit d'acheter ce genre de choses-là pour moi. Vous devriez vous autoriser à vous offrir ces objets-là aussi. Mais mon porte-monnaie ne me le permet pas. Mais si vous l'achetez pour d'autres personnes, c'est que vous vous le permettez quand même. Ça arrive de temps en temps. Des gens que j'aime vraiment beaucoup et pour leur faire plaisir. Mais c'est eux ou moi. Non mais tu t'aimes beaucoup, Monique, tu t'aimes beaucoup, allez. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous vouliez dire? Est-ce que vous avez encore des questions à nous poser? Mais je vous... Non. Pas poser de questions non. forcément, mais à la technique, on en est à combien là? Quel minutage? Ouais. On est pas mal, je crois. Je pense qu'on a dépassé le quart d'heure. Hein. C'est très bien, merci beaucoup. À peu près 15 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites et que vous voulez dire? Comme ça, là, j'ai rien qui me vienne sur le coup. Non, comme ça, sur le coup, j'ai rien qui me Bon, vienne. moi, je pense que vous avez une grande chance, ça va être le mot de la fin, parce qu'aujourd'hui, on se les pèle, et donc tout le monde va se jeter sur les choses, en laine. Moi, par exemple, j'ai un bonnet, bon, je l'ai loué. Mais comme je t'aime beaucoup, je te l'offre. mais ça me sauve la vie, là. Vraiment, ça me sauve la vie. C'est sûr. Donc, venez au stand de laine, achetez des bonnets, des mitaines, des écharpes, Des coussins, et des tapis, Des des couettes. chaussons, Des chaussons. des pulls. voilà, ben, je vous remercie toutes les trois. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Coucou. On est J'étais prêt. Trop drôle. Donc, dans le stand de laine, il y a aussi une personne qui fait de l'hydrolat. Est-ce que tu fais aussi de la laine? Pas du tout. Enfin, si, D'accord. un petit peu. Donc, je fais des hydrolats et donc ce collectif de la DRAI m'a demandé de concevoir un répulsif anti-mythe pour les mythes de la laine. Et donc, voilà, j'ai fait un mélange hydrolat de cèdre, laurier, lavande. Et donc, il est en vente à la boutique. C'est un ça marche produit bien? spécial. Oui, ça marche bien. Parce que c'est de l'eau informée, donc ça ne tache pas et on peut le pulvériser directement sur les lainages. Donc ça rentre dans la fibre et ça protège bien quand on enferme dans les armoires, etc. C'est super. Et sinon, je fais du savon feutré. Donc je fabrique mes savons et je prends de la laine cardée de la boutique, des différentes races de brebis. Une seconde. Donc, vous entendez des bruits un peu parasites. C'est parce qu'on est juste à côté du chapiteau où il va y avoir les conférences. Donc, on va essayer de passer entre les gouttes. À toi. Voilà, et donc cette nappe, je la feutre autour des savons et donc ça fait un savon, le savon est enfermé dans la laine et ça fait un gommage. Voilà, c'est un petit plus pour le savon. Et sinon, moi, je fais, à part ça, 35 plantes différentes, des plantes locales du Lot, avec des propriétés multiples et variées. Voilà, une façon de se soigner efficace, subtile et peu chère par rapport aux huiles essentielles ou autre chose. Oui. Donc, tes produits sont en vente à la DRAI aussi. Pas tous, que le répulsif et les savons feutrés. Je reste dans le thème de la laine. D'accord. Et Pour donc, la DRAI. tu vends tes hydrolats ailleurs. Oui, plutôt à la maison et sur les marchés, les fêtes, comme aujourd'hui par exemple. Ok. Mais je te remercie beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Je vais regarder ça.